faire un tour de table au niveau de Laval sur certains axes. Alors, on a plusieurs représentants de métiers différents. Commençons par le premier, GPA, donc Johan Renaud. On a pas mal parlé de PRE, de PIEC. Est-ce qu'on n'a pas dit de bêtises? Enfin, je pense qu'il y a une vision partagée, mais on revient de loin finalement sur ce sujet-là, parce que je me souviens de débats auxquels j'ai participé il y a un certain nombre d'années, ça ne nous rajeunit pas, mais avant c'était des casses auto qui récupéraient des pièces, qui voulaient que les pièces deviennent effectivement quelque part dans l'économie circulaire, mais c'est chose gagnée aujourd'hui. Donc ces PIEC, elles sont reconnues, elles sont dans la loi, donc, et elles sont reconnues comme étant très favorables à l'impact écologique. Il faut peut-être appuyer dessus. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de PRE. Quand on a préparé cette petite table ronde, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de... Peut-être, parfois l'expérience me montre qu'on a quand même encore l'image de la casse auto à l'ancienne. Et c'est peut-être moins vrai dans la salle ici aujourd'hui, mais on a quand même tout un tas de réparateurs qui parfois peuvent se montrer réticents à l'usage de la pièce de remploi, tout un tas d'assurés aussi qui peuvent se montrer réticents, surtout si leur réparateur est réticent. Et donc, il faut vraiment... on a pris beaucoup de hauteur toute la journée, mais je pense que c'est peut-être mon petit côté paysan. J'aime bien le côté très pragmatique. Moi, mon client, c'est soit le réparateur, un mécanicien ou un carrossier, soit l'assuré, et soit l'automobiliste. Et c'est vrai que dans la démarche de GPA, l'idée, c'est de casser un peu les codes de la casse auto, puisque la profession a bien évolué. Je ne suis pas là pour parler de ma boîte, mais pour toute une profession qui a beaucoup professionnalisé ses process, son organisation, qui parfois est allée jusqu'à s'industrialiser avec des investissements conséquents ou très conséquents. Et bref, c'est important d'expliquer peut-être encore un peu ce que c'est qu'une casse auto aujourd'hui, enfin un centre de recyclage, et qu'on produit une pièce de qualité. Bon, on a beau le dire, j'aime bien le répéter, et puis je vous montrerai également ce que l'on est capable de faire en termes de mesure de l'impact carbone. On a peut-être passé la toute première slide, ça va vite là. D'accord. Je m'aperçois, il n'y avait pas une vidéo? Si, mais je ne sais pas si elle est avant ou après. Allez, on revient, c'est pas grave. Il n'y a pas la vidéo. Bref, gardez en tête que ça a bien changé. C'est devenu un truc un peu sérieux. En ce qui concerne GPA, c'est... Si, une précision, on parle plus de casse auto, on parle de centre de récupération. C'est quoi la terminologie exacte? La terminologie, c'est le centre VHU. On est des centres de recyclage, des centres industriels. Je ne suis pas seul à avoir voulu l'industrialisation ou la professionnalisation de cette activité. Nous, on fait un peu plus de 80 millions de chiffres d'affaires cette année. On a un peu plus de 300 collaborateurs. J'ai annoncé récemment qu'on construisait une usine. Et le coût de la construction d'une usine, c'est 42 millions d'euros, en tout cas celle que je suis en train de construire. Donc, c'est pas rien, quoi. Voilà, c'est devenu sérieux. La pièce elle-même sont des pièces qui sont de qualité. On est ISO 9001, ça garantit pas tout, mais peut-être que ça démontre notre volonté de nous améliorer. Les pièces sont emballées, elles sont contrôlées, elles sont lavées, elles sont photographiées. C'est valable pour cette porte qu'on voit à l'écran, mais c'est valable pour toutes les autres pièces. Il y a aussi le sujet des pièces électroniques, le sujet des pièces autour de la batterie du véhicule, si toutefois c'est un véhicule électrique. Bref, je pense que c'est une vraie bonne alternative désormais. Il faut que et l'assuré, et le réparateur, et l'expert, et l'assureur, etc., aient bien conscience que oui, ça existe, et oui, ça fonctionne, à condition qu'elle soit disponible, etc., etc., etc. Donc vraiment un process industrialisé. Alors sur votre site internet, il y a déjà proposition de l'impact carbone, d'une économie réalisée en euros, donc c'est déjà précis là. Tout à l'heure, à la table ronde précédente, on s'est posé la question de savoir si les experts étaient soumis à la CSRD, donc oui, c'est évident. Nous, c'est le cas aussi. Ça fait bien longtemps que je me questionne justement sur la mesure de quelque chose qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, c'est le scope 4. En fait, hein, on a beaucoup parlé des scopes 1, 2, 3. Il existe un scope 4 qui n'existe pas tout à fait, mais en réalité, c'est le scope des émissions de CO2 évitées. Et nous, les recycleurs, on est dans une activité où nous aussi, le scope 3 est important par rapport au scope 1 et 2. Mais en réalité, le scope 4 est beaucoup plus important. C'est qu'est-ce que nos pièces permettent d'éviter en termes d'émissions de CO2. Donc, c'était important de venir le quantifier et essayer de poser des chiffres. On a fait un partenariat avec l'un des outils du marché. On en a audité plusieurs. Au début, on a voulu faire notre propre empreinte carbone produit, une ECP. C'était extrêmement compliqué. On a travaillé avec Kevin, qui est là dans la salle, et les Hyperscore. Ça nous permet d'afficher. Ils ont une API qui fonctionne super bien. Je ne sais pas si l'outil est parfait, mais en tout cas, on cherche aussi à l'alimenter pour qu'il puisse, in fine, s'améliorer. Un peu à l'image du Nutri-Score, ça a été évoqué, on affiche
les core hyperscore, le pourcentage de CO2 par rapport évité par rapport à l'utilisation d'une pièce neuve. Bon, là, sur cette capture-là, on l'a pas, mais on a l'équivalent en poids, en kilos, et le poids en kilos, on va pouvoir afficher l'équivalent en nombre de repas à base de poisson ou nombre de kilomètres en TGV ou je ne sais quoi. Tout ça parce que ce site-là, c'est bien à destination de mes clients finaux, beaucoup de particuliers, et c'est aussi important pour moi qu'ils prennent conscience de l'impact écologique. La pièce de remploi chez le particulier, chez l'automobiliste, c'est avant tout un signal prix, c'est un produit au service de son pouvoir d'achat. Bon, petit à petit, ça va rentrer dans sa tête que c'est aussi au service de la durabilité et de l'action qu'il peut avoir pour la durabilité. Alors, tout à l'heure, enfin, ce matin, on parlait de l'obligation réglementaire, quelque part, d'essayer d'imposer la pièce. Est-ce que ce serait utile? Parce que d'après vous, forcément, il y a autre chose à faire avant. Je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire avant d'imposer quoi que ce soit. Commençons par convaincre l'assuré que c'est pertinent pour lui. Commençons par convaincre le carrossier. Rendons les pièces les plus disponibles possibles. Faisons en sorte que les informations s'échangent correctement dans tout un écosystème de la réparation. Faisons en sorte que les assureurs, les experts, les carrossiers, les recycleurs et si possible les constructeurs échangent correctement leurs informations. Et je pense que l'offre se structurera d'elle-même. Tout à l'heure, Sébastien, je ne sais pas, de Stellantis est toujours là ou pas? Non, je crois qu'il est parti. Et une question qui aurait été bonne, c'était est-ce que oui ou non il est prêt pour sauver la planète à partager les informations des pièces qui composent les véhicules? Est-ce que oui ou non il peut me donner la référence constructeur pour me permettre de mieux démonter et peut-être mieux vendre mes pièces? Est-ce que l'assureur peut m'informer des sinistres qu'il a chez lui en cours de réparation pour que je sache mieux quoi démonter? Est-ce que l'expert peut me dire, bah, tiens, localement, un tel cherche ceci? Voilà, je pense que si on veut vraiment agir, il n'y a pas besoin de compter sur la norme. Il y a tout ce qu'il faut, je trouve, pour favoriser l'utilisation de la pièce de remploi. Mettons-nous autour de la table, ça a été dit souvent, et essayons de trouver des solutions vraiment efficaces pour faire mieux. Donc là, vraiment, quelque chose de très transverse, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Quand vous parlez déjà d'impact carbone, vous avez utilisé un outil que vous venez de nommer, mais vous n'avez pas forcément partagé, vous non plus, en amont avec, par exemple, les experts ou sur ce sujet-là. Finalement, nous, encore une fois, on est un peu pragmatique. D'abord, on aime bien que ça avance, même si la solution n'est pas parfaite, on aime bien essayer les choses. Et puis après, par itération, on verra bien. Si on peut faire mûrir l'outil avec Kevin et son équipe, ça sera avec plaisir. S'il y en a d'autres qui veulent nous aider à le faire mûrir, ça va. Les Core Hyperscore, ils se basent sur une approche poids et matière, transformation de la matière. Nous, ça nous semble pertinent. On a bien étudié leur process, en fait, leur procédé de notation, enfin de qualification des pièces. Toutes les bonnes volontés qui voudront faire mûrir ce type d'outils sont bienvenues. En tout cas, en ce qui nous concerne, on leur fait remonter le poids des pièces que l'on démonte et les matières qui composent les pièces que l'on démonte. Je pense que typiquement, c'est un bel échange qui va permettre de faire mûrir ce type d'initiative. Une dernière question, vous avez parlé des parties, mais justement, je lui ai posé la question ce matin, le fait qu'un constructeur automobile se lance dans la récupération, la pièce haute, c'est un concurrent? Ok. Je pense que Sébastien a répondu qu'il était plutôt du côté du distributeur. Il a un outil qui s'appelle Biparts, qui est un outil qui fonctionne bien. Je pense que c'est plutôt, ça va dans le bon sens. Mais parce que c'était Stellantis qui était là. C'est vrai que typiquement, Renault est toujours là, non? Non? Quand Renault annonce qu'ils mettent quelques millions d'euros ou centaines de millions d'euros pour acheter des entreprises telles que la mienne, pour faire notre métier, là, j'imagine qu'on peut appeler ça un concurrent. Un concurrent. Vous voulez pas vendre? Non, j'ai choisi de. Peut-être que très probablement, j'aurais eu souvent l'opportunité. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est une boîte familiale et on aimerait la garder comme ça. Très bien, il faut effectivement saluer la démarche. En tout cas, merci pour cette vision. On va compléter, avancer justement dans un second temps. Ah, pardon, oui, il y avait peut-être non, mais c'est une slide. On a vu une slide un peu équivalente tout à l'heure, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de. Alors la couleur, c'est plutôt la fréquence de rotation d'une pièce dans le stock. Le pare-choc rouge, c'est que sa rotation moyenne dans mes stocks, c'est 14 jours. En moyenne, il se passe 14 jours entre le démontage de ce pare-choc et sa vente. Donc c'est très rapide. 162 €, c'est le prix moyen vendu de ce pare-choc. 66% d'économie, c'est l'économie par rapport au prix du neuf. Et 19 kg de CO2 évité.
Si on prend une porte qui n'est pas du tout composée du même type de matière, on est déjà à 75 kg de CO2 évité. Et donc, ça commence à poser les bases. Peu importe que le chiffre soit parfaitement juste et comparable avec un autre système, nous, ça nous permet de savoir où appuyer pour avoir un bon effet levier. Merci. On va passer juste après. Voilà. Donc, merci pour cette présentation, Johan, parce que je pense que c'est justement intéressant et de montrer en tout cas que l'outil existe déjà. Et c'est quelque part, ça démontre aussi que Laval est bien en ordre de marche. Si je peux me permettre, encore une fois, dites-vous bien que les automobilistes, quand ils achètent une pièce sur leur facture, ils voient bien ce qu'ils ont économisé en termes de CO2. Peut-être que ça ne va pas servir à grand-chose, mais c'est un peu comme ce qu'on appelle un nudge. Ça permet sur le long terme d'influencer peut-être une pensée et de se dire que oui, on arrive à commencer à agir concrètement pour l'environnement. Et ce n'est pas incompatible avec le pouvoir d'achat en plus. OK, merci pour ça. Deuxième axe, alors on a parlé ce matin de la peinture, comme quoi finalement on est scope 3 de quelqu'un, mais là il y a un scope 3 important, c'est la peinture, hein, elle pèse lourd apparemment la peinture. Alors, donc, alors, on a beaucoup parlé de peinture. Alors, désolé pour la peinture bâtiment, même si ça fait partie des activités de groupe AkzoNobel, je ne suis pas spécialiste. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'activité carrosserie. Alors, j'étais intéressé aussi par l'intervention de Darva. Si vous souhaitez un certain nombre de chiffres sur la peinture, ils sont faciles, d'accord? Donc, je les compléterai. Ce n'est pas noté sur les slides, mais je vais vous donner quelques éléments de réflexion. On y va. Allez, on y va. Sur la présentation, alors, parce que je crois que vous avez une... Le but, c'est pas de vous présenter AkzoNobel. Donc, on est un des principaux fabricants de peinture et de revêtements au niveau mondial. Mais c'est surtout de vous dire qu'on a eu, depuis des années, et ça a démarré, vous voyez, alors déjà avant, mais en 2018, on a pris un certain nombre d'engagements en termes de RSE. Alors, pour coller à la thématique du jour, on s'est concentré sur la réduction des CO2. Et vous le voyez, on a pris ambition d'ici 2030 de réduire de 50% nos émissions de carbone dans nos propres opérations. Alors ça, c'est assez facile. Vous voyez qu'à fin 2030, on est déjà à 38%. Ça passe par des investissements, bien sûr, dans nos sites de production. Mais on a pris quelque chose une décision en tout cas bien plus ambitieuse, c'est de réduire cette consommation de CO2, de faire baisser l'empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur de 50%. Alors, on a été salué, alors on adopte, j'entendais, les méthodes, donc on est une société hollandaise, donc très investie sur ces sujets-là, et on a une approche très sérieuse, et on s'appuie notamment sur une société qui fait référence en la matière, SBTI, et on est d'ailleurs salué par pas mal d'organismes de notation, avec plutôt de très bonnes performances dans ce domaine. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est le scope, les différents scopes, on en a largement évoqué ce matin, sur la fabrication de peinture. Alors c'est très différent si je prends les produits du luxe dont on parlait tout à l'heure. Là, on s'est concentré sur les produits carrosserie. Et vous le voyez, nos propres opérations, c'est-à-dire principalement l'énergie qu'on utilise pour transformer nos produits dans nos usines. C'est seulement aujourd'hui 1% de nos émissions. Les fournisseurs en carrosserie, pardon, je me penche, 22%. Alors, je dirais que ça, c'est assez facile d'agir. On va, je dirais, avoir des attentes importantes au niveau de nos fournisseurs. Et là, on raisonne encore une fois, on l'a dit ce matin, du berceau à la tombe des produits. Le terme n'est pas très élégant, mais je pense qu'il est assez parlant. On dit du puits à la roue aussi en termes automobiles. Voilà. On peut aussi. Donc et là, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de réparateurs. Alors, j'aimerais les ramener au centre du jeu parce qu'on est fabricant de peinture, mais avant tout, c'est les réparateurs qui utilisent nos produits. Donc, le scope en carrosserie, d'accord, le scope 3, il est de 64% chez les réparateurs. Et c'est là, vous allez voir qu'on essaye d'agir. On confirme aussi qu'on est bien le scope 3 de quelqu'un, donc c'est toujours la même chose. Alors, il y a bien quelqu'un qui sera en bout de chaîne. On va arriver progressivement à ce fautif. Alors, la réponse au président de Darva, en Europe, je vais vous donner une vision plus européenne, c'est environ 1,3 litre de produits consommés par sinistre. Et le niveau de CO2 d'un litre de peinture, c'est 4,5 kilos. Alors, j'ai lu ce matin, il y a eu des grandes discussions en disant attention, la peinture, et ça fait peut-être partie des idées préconçues, est très émettrice de CO2. Alors, si je parle, pour être un peu technique, des ingrédients peinture, pas tellement. D'accord ? Par contre, ces produits, il faut les mettre en œuvre dans la carrosserie. Et donc, on va faire appel à une cabine de peinture en particulier.
on va chauffer, etc. Et là, on consomme beaucoup d'énergie. Alors nous, je ne vous ai pas mis le détail, mais juste pour se donner une idée, c'est plutôt 75% ici de l'empreinte carbone d'une carrosserie. Et selon nos études, là aussi très sérieuses, de loin, le premier poste, c'est la pièce. Ça étonnera personne, à peu près 40%, selon nos estimations. Et bizarrement, et là, ça fait un gros changement par rapport à tous les intervenants de ce jour, AkzoNobel inclus, le scope 1 et 2 du carrossier, c'est 21%. C'est l'énergie. Ensuite, le troisième poste, vous le voyez ici, vous l'avez largement évoqué, je crois qu'il va être repris après, c'est les véhicules de remplacement. Alors, ce n'est pas sous une influence directe, mais en tout cas, voilà, c'est dans la zone d'influence, autant de l'assureur que du réparateur. Il y a peut-être quelques habitudes de consommation à changer là aussi, mais je laisse la place au débat tout à l'heure. Alors, notre approche chez AkzoNobel, ça a été de lancer au niveau européen un programme qui s'appelle le Sustainable Repair Network. Désolé pour les anglicismes. Et donc, on l'a déployé. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre exclusivement sur, alors, principalement, pardon, pas exclusivement, sur les scopes 1 et 2 du réparateur. Et dans le langage carrossier, ce qui va vraiment les sensibiliser, c'est souvent pas la réduction de CO2, c'est une donnée un petit peu difficile à appréhender. Par contre, cette énergie qu'ils consomment, ça émet des CO2, mais c'est avant tout des kilowattheures, et les kilowattheures, c'est surtout des euros. Très vite, facteur de consommation des énergies, là aussi, on a mis des capteurs dans des entreprises. Alors, c'est plutôt fait au niveau européen et plutôt dans des pays plus nordiques, au UK, Allemagne, Hollande. Alors, le chiffre est probablement un peu différent, mais voilà, le chauffage du bâtiment, c'est une grosse part des émissions aujourd'hui. Alors, ça peut être la climatisation en Europe du Sud, ça existe aussi. La cabine, on l'estime à 28%. Donc l'écart est peut-être un peu plus équilibré probablement en France, mais c'est les deux plus gros postes d'émission. Ensuite, on a le compresseur qu'on oublie souvent et la partie éclairage. Voilà. Donc, on va, pour répondre en fait à l'objectif aujourd'hui du jour, donc on a un certain nombre d'outils, nous aussi. Donc, on va en fait recueillir dans notre programme les consommations d'énergie. Donc, énergie, gaz, fuel pour la cabine, électricité. Et on va les ramener à un KPI, je dirais, un indicateur, notamment par OR ou par heure vendue. Et là, c'est une étude qu'on a fait, je les cite, on a été cité pour le livre blanc, et on a eu beaucoup d'échanges très constructifs avec l'ensemble des gens qui ont coopéré sur ce livre blanc. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris, vous avez 6 réparateurs, 6 exemples, des réparateurs en France. Alors, en fonction de l'endroit où on se situe, il peut y avoir des différences, d'accord ? Et vous avez ici leur consommation en kilowattheure en fonction de différents semestres pour ces mêmes entreprises. Donc sur l'électricité et sur le gaz par OR. Et vous voyez qu'on a des écarts qui sont considérables. Donc là aussi, je souhaite rebondir sur tous les discours qu'il y a eu avant où on essaye de lisser, de moyenne, etc. Vous avez des écarts extrêmement importants. Et si vous transposez ces kilowattheures en CO2, d'accord, il y a des indices de conversion, on n'a pas le temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, les écarts vont de 1 à 7 en fonction de l'énergie qui est utilisée. Voilà. Ça veut dire très concrètement, au-delà de tous les systèmes de modélisation, qui sont certainement un point de départ intéressant et important, que si je répare un véhicule à la carrosserie Moret ou à la carrosserie Tartampion, désolé, même en privilégiant la réparation, des modèles exactement similaires, je n'aurai pas du tout le même impact. Voilà. Et puis après, pour toucher à la corde sensible, et ça a déjà été dit aussi, on pousse la démarche et c'est ce qu'on avait fait pour l'étude. Alors on l'a fait maintenant sur un périmètre beaucoup plus large au niveau européen. Si on ramène ça à un coût par OR d'énergie, alors vous savez qu'en 2022, il y avait des événements qui ont fait exploser en fait ces consommations d'énergie et surtout ces tarifs, d'accord ? Alors surtout les tarifs, pardon. Vous avez là aussi des écarts de 1 à 3. Et quand on connaît la rentabilité d'une carrosserie, même si le poste énergie n'est pas le plus important, ça peut mettre en péril très lourdement votre entreprise. Donc c'est le message en tout cas qu'on déploie largement. Alors ça c'était sur la mesure. On a décidé aussi d'agir. Donc notre programme, c'est aussi rentrer dans le détail entreprise par entreprise, parce que vous l'avez compris, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a une particularité d'entreprise. On part d'un point et on va
comme on le fait pour AkzoNobel, on a décidé de réduire de 50%, on va essayer d'agir avec le réparateur pour baisser en fait son empreinte carbone et surtout ses consommations d'énergie. Donc là, je vous ai mis différents leviers qui sont les plus courants. Alors pour ne pas se dédouaner complètement en peinture, changer d'une marque à l'autre ou même d'une gamme à l'autre, il n'y a pas un gros impact, vous l'avez compris, que ce soit 6 ou 6,2 kilos de CO2, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, avec les technologies de produits, avec des séchagères, par exemple, qui permettent de ne pas étuver, avec des technologies à séchage UV, par exemple, avec des produits qui permettent d'appliquer couche sur couche et de ne pas laisser ventiler la cabine pendant les phases d'application et donc consommer ainsi de l'énergie, d'accord ? Là, on a un levier. Mais les leviers les plus importants, ils s'appliquent aux autres postes, la performance énergétique du bâtiment. Si on veut sortir un peu de cette dépendance au coût de l'énergie, réfléchir à des énergies alternatives, c'est sûrement une très bonne chose. Et puis je crois que c'est repris derrière, mais les comportements aussi sont un axe extrêmement important à travailler. Merci en tout cas pour cette présentation. Je vais récupérer les slides. Finalement, c'est la complémentarité client-fournisseur, que vous appelez. C'est-à-dire que concrètement, vous avez une démarche. Est-ce que l'ensemble des réparateurs avec lesquels vous travaillez ont le même niveau ? Non, pas ce que vous avez dit. Très clairement, non. Ce qu'il faut, en fait, c'est arriver à trouver les bons leviers. Donc, vous l'avez compris, nous, l'axe d'attaque, c'est vraiment de se focaliser sur le coût énergétique pour les sensibiliser. Après, certains ont davantage la fibre que d'autres. Puis après, j'aurais tendance à dire il y a deux facteurs. Il y a le marché. Vous permettez que je cite un exemple très vite, vite. Qui, j'espère, inspirera quelques-uns ici présents. LV, par exemple, LV, qui est une filiale d'Allianz en Angleterre, a adopté, alors, parmi les différents outils qu'ils ont référencés, notre outil pour mesurer l'empreinte carbone des carrossiers. Ils ont un programme, d'accord, donc on s'inscrit dans cette démarche-là, et pour récompenser sur tout un tas de critères, les réparateurs qui vont respecter l'ensemble de ces critères, ou un certain nombre de critères, ils sont motivés, ils sont récompensés. Je fais le parallèle avec la prime Covid, par exemple, il y a 20 pounds qui sont donnés par dossier sur les réparateurs qui sont impliqués. Ça implique aussi la pièce de réemploi, etc. Donc, il peut y avoir ce type de levier. Et le deuxième levier, pour terminer, c'est, je dirais, la taxe carbone. Ça commence à arriver là aussi. Il y a quelques initiatives dans quelques pays. Et ça peut être un élément de motivation en se disant, si je réduis ma facture énergétique, en même temps, j'ai moins de risque d'être exposé à une taxation complémentaire. Donc on voit bien là toute la démarche d'un fabricant de peinture en fait qui est en accompagnement pour des méthodes de baisser l'impact. Ça peut être surprenant. Il y a deux questions. Une question pour Bruno, tant qu'il a le micro et la parole. Ce matin, on a vu en IRD la présence de peinture à bas carbone. On a des questions sur ce sujet. Est-ce que ça existe aussi pour l'automobile ? Alors, aujourd'hui, le principal axe dans les nouveaux produits, dans les développements, c'est, vous l'avez compris, de jouer sur la mise en œuvre des produits. Donc, je pense à des gammes là qui vont sortir prochainement, où on réduit vraiment avec des pouvoirs opacifiants supérieurs, pas d'attente entre couches. Donc, on joue plutôt sur les temps de process. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font dans le bâtiment, mais nous, c'est surtout sur les temps de process et donc de mise en œuvre des produits et l'énergie développée que l'on agit. Et la deuxième question était pour Johan, c'était vis-à-vis des éléments de vitrage. On a vu dans dernière publication que les coûts des pare-brises avaient augmenté ces dernières années. Est-ce qu'il est prévu quelque chose chez toi et chez les autres au niveau des éléments de vitrage ? Ce qui est certain, c'est que, pour une raison que j'ignore, c'est un sujet qui est vraiment beaucoup d'actualité. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas. Donc là où on en est, la profession, là où elle en est, c'est qu'on sait que les fabricants de vitrage, il n'y en a pas beaucoup, ont une vraie démarche pour voir ce qu'on peut faire en termes de réemploi, avant même de parler de recyclage. Et dans nos centres VHU, il y a beaucoup d'études, un peu en mode recherche et développement, pour voir ce que l'on peut faire. Ce qui est facile, c'est la vitre de custode, parce que ça se démonte facilement, il y a un guide, etc. Il y a un vrai enjeu sur certaines références de pare-brise, par exemple. Est-ce que oui ou non, est-ce qu'on est capable de démonter un pare-brise sans le casser, l'emballer, l'expédier ? Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, etc. Non, il y a une grosse réflexion. Je pense que c'est un excellent sujet. Surtout que c'est un produit qui se recycle très mal, donc ça serait bien de réussir à le réemployer. On continue sur notre tour de table en passant. Alors ça y est, on y arrive. On arrive au responsable. On est le bout de la chaîne. Il fallait bien quelqu'un. C'est pas fini.
Nous sommes deux en bout de chaîne. Oui. Je vais prendre aussi. On a trouvé des coupables. Donc, finalement, complémentarité client, fournisseur client. Et donc, la carrosserie Moret. Mais alors, déjà, une petite présentation rapide, c'est que finalement, l'écologie, le RSE, tout ça, c'est une fibre qui existe au sein de votre entreprise. Donc, peut-être un petit mot là-dessus. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Alors, la sensibilité, elle est différente selon chacun. Bon, moi, c'était assez naturel et j'étais impliquée sur ce qu'on allait pouvoir laisser à nos enfants dans ce qu'on fait tous les jours. Et mon mari, lui, il a le coutume de dire ce sont les enfants qui l'ont sensibilisé par les remarques du quotidien, en disant ben voilà, ça c'est complètement ridicule de consommer comme ça, quel impact sur la planète. Donc en fait, ça l'a un peu fait réagir. Et du coup, il se trouve qu'on a construit une nouvelle carrosserie et on l'a vraiment intégrée dans notre projet. C'est le moment. Il y a des choses on peut ne pas faire, donc on a effectivement intégré cette problématique de RSE au sens large dans cette nouvelle carrosserie notamment, qui est une carrosserie familiale. Donc du coup, voilà, on fait en fonction de nos moyens. On lance justement peut-être cette vidéo sur laquelle vous pouvez peut-être commenter justement. Alors là, c'est cette carrosserie qui vient donc au 1er janvier 2024, mais on était dans une autre carrosserie avant. On était vraiment à l'étroit. C'était une entreprise qui avait été créée par mes beaux-parents en 90. Et là, on était vraiment à l'étroit. Donc en 2020, on a eu le projet de faire ce nouveau projet et on a créé cette nouvelle entreprise. On est rentré au 1er janvier 2024, on a déménagé. Donc, ce que vous démontrez, c'est que ça nécessite quand même des investissements. Il faut avoir les moyens de le faire. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tout renouvelé. On a justement racheté une cabine de peinture avec technicité et notamment des éléments de séchage. Enfin, on pourra en parler. On a investi dans la chassimétrie parce que redresser un véhicule, il y a quelques années, on les passait facilement en épave. Maintenant, on peut redresser. On a une chassimétrie très, très importante, en tout cas sophistiquée et homologuée constructeur. Et voilà, et cabine peinture, air de pulvérisation. Enfin voilà, on a vraiment tout renouvelé notre équipement. Et oui, c'est un coût. Alors, c'était une complémentarité. Vous avez eu l'appui d'AkzoNobel là-dessus, non, dans la démarche? Non, c'est ça. Il y a une complémentarité sur les conseils, Alors, sur les conseils, ils nous ont aidés notamment quand on a souhaité. Comme je vous disais, on était à l'étroit. Donc, en fait, il y a eu ils avaient un outil, là on voit d'ailleurs le tableau digital Carbit, ça nous a permis de quelque part de fluidifier les dossiers parce qu'il ne fallait pas que les dossiers restent trop longtemps puisqu'on n'avait pas de place. Donc on pourra parler peut-être tout à l'heure des bonnes pratiques, mais à ce niveau-là on a beaucoup échangé parce qu'effectivement comme ils ont la possibilité d'avoir plusieurs carrosseries, de voir ce qui se fait ailleurs parce que quelque part on s'inspire de ce qui se fait ailleurs et de notre expérience. Là où on était limité, on s'est dit ça là, il faut qu'on change ça. On se donne les moyens. Oui. Alors une question par rapport au monde de la réparation. Vous êtes un peu atypique ou déjà ça bouge ou vos confrères sont très loin de tout ça? Enfin, c'est dur ce que je vous demande peut-être comme question. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. On n'oppose pas. Je pense qu'on sous-estime le fait que les carrossiers soient un peu plus près qu'on ne le pense dans tout ce qui est empreinte carbone et notamment effort dans ce domaine. Mais il faut juste comprendre que les carrossiers ont des contraintes qu'on parfois on sous-estime. On pourra en parler tout à l'heure, mais effectivement, vous l'avez vu, là, il y a un investissement qui est lourd. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Pour être efficient, pour être efficace, pour être rapide, et en même temps pour respecter cette notion de réduction d'empreinte carbone, il faut des outils. Et à ce niveau-là, il faut effectivement pouvoir rentrer dans une rentabilité. On est quand même une entreprise à faire tourner. Donc, on ne peut pas non plus négliger cette partie-là. Alors, une grande démarche, en tout cas, et de sensibilisation. Alors, on va préciser que vous avez obtenu récemment le prix du carrossier réseau avec le soutien de ACOAT. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, Selected, et décerné par The Pro, ainsi qu'une distinction d'ailleurs AkzoNobel. Mais pour moi, est-ce que la dimension environnementale est un critère important dans cette détermination du prix ou... Ah oui, je pense que c'est intégré dedans ou pas du tout. Alors, Romain pourrait en parler mieux que nous, mais je pense que ce qui rentre en ligne de compte, c'est peut-être une implication de faire
peut-être changer les choses à son petit niveau et d'être impliqué dans une volonté de faire avancer. Je pense que c'est la RSE au sens large, c'est-à-dire c'est la durabilité, comme on dit tout à l'heure, mais c'est aussi un souhait de vouloir donner des équipements, une façon de travailler pour l'équipe, de former, de transmettre. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Best practice. Alors, on va dans le concret. Donc, complémentarité client-fournisseur. Sur quoi vous avez agi? Donc là, on a vu les investissements que vous avez faits, donc cabine de peinture, équipement, comportement. Vous voulez nous en dire 2 mots sur chacun des critères? Je reviens sur effectivement la slide qui était assez parlante d'AkzoNobel pour voir les points sur lesquels vous agissez. Alors, on peut déjà parler de la partie organisation et comportement. En fait, il se trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avions un garage dans lequel on avait un atelier de 300 mètres carrés. Maintenant, on a 900 mètres carrés. Mais en ayant 300 mètres carrés, on n'avait pas beaucoup de place. Donc, il a fallu qu'on trouve des astuces pour travailler efficacement et rapidement. Parce que voilà, on a quand même plusieurs agréments. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on travaillait sur plusieurs OR en même temps, plusieurs chantiers en même temps dans la cabine à peinture. C'est-à-dire qu'on démontait. Et dans le même cycle de peinture, on peignait des différents chantiers de différentes couleurs, un capot, une aile, etc. Alors évidemment avec des contraintes d'organisation, de nettoyage, enfin voilà, des contraintes très strictes, mais ça nous a, parce qu'on n'avait pas de place, on ne pouvait pas se permettre à chaque fois mettre une voiture en entier dans la cabine, on s'est dit il faut qu'on trouve des astuces. Donc ça nous a permis de travailler un petit peu plus rapidement. En termes de comportement, d'organisation, comme j'en parlais tout à l'heure, le tableau Carbit, il fallait que les véhicules ne restent pas trop longtemps chez nous. Donc, en ayant un tableau digital avec une vue globale de l'atelier, ça nous a permis d'avoir une vision globale et puis effectivement raccourcir le délai d'immobilisation. Et puis, les bonnes pratiques, c'est effectivement aussi... Alors moi, mon époux et mon beau-frère sont également dans l'atelier. Ils sont dans le métier depuis très longtemps, donc ils participent à la transmission des techniques, de savoir. Mon époux, il est carrossier peintre, donc en fait, il peut, même si on a des très bons éléments, mais quand il y a des nouveaux, eh bien, c'est une façon aussi de transmettre les bonnes pratiques, tout simplement. Ça, c'est pour la partie organisation-comportement. Après, ce que je pourrais rajouter sur la partie organisation, c'est que depuis notre nouvelle structure, on a parlé tout à l'heure avec le BCA, notamment de centres de VHU locaux. Nous, on travaille avec notre responsable BCA local, donc pour ne pas le nommer, Alexis Brodin, avec qui on travaille sur un projet de travailler avec un centre de VHU de proximité. Pour que, effectivement, dans la mesure du possible, si on peut éviter de commander une aile à Marseille et puis un capot à Lille, si on peut le faire, c'est bien. Après, donc c'est une façon aussi de trouver une organisation, un comportement qui puisse respecter ces leviers. Concernant les équipements, on en a un petit peu parlé. La cabine de peinture, justement, alors c'est une cabine de peinture connectée, c'est-à-dire qu'elle trace notre consommation. Elle est en même temps intelligente dans le sens où quand il n'y a pas de monde pendant un certain temps, ça se met en mode veille. Et donc à ce niveau-là, on a aussi on a deux aires de pulvérisation qui permettent effectivement de faire du smart repair, enfin l'équivalent du smart repair. Donc ça nous permet effectivement d'investir éviter d'avoir une deuxième cabine à peinture concrètement, quoi. Et voilà. Et par rapport au levier aussi, l'empreinte carbone. Le laboratoire est aussi connecté, donc on peut calculer notre consommation de peinture pour après pouvoir remplir un petit peu des chiffres clés pour pouvoir nous mesurer nous-mêmes. Pas forcément se mesurer par rapport aux autres, mais pouvoir se mesurer et voir comment on évolue. Voilà. Alors, on va avancer parce qu'effectivement, là, c'est installation et méthode et le temps passe, donc on voit bien toute la performance. Le deuxième point, c'est sur les PIEC, pièces, on en a parlé aussi. Donc, vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, sur cette pièce d'économie circulaire? Oui, alors en fait, la pièce d'économie circulaire, on a clairement vu que depuis le départ, on part du principe que il n'y a pas de débat sur l'empreinte carbone entre remplacée par la pièce neuve, remplacée par une PIEC ou réparée. Donc l'empreinte carbone, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. La seule chose que je voulais dire, c'est que
du côté réparateur, on peut parfois avoir l'impression qu'il y a une certaine réticence. Mais en fait, ce n'est pas une réticence. Je ne parle pas au nom de tous les réparateurs, bien sûr, mais ce n'est pas forcément une réticence sur le fond. C'est qu'on a des contraintes et des arbitrages à faire. Et à ce titre-là, pour pouvoir un peu l'expliquer, on a décidé de faire en fait un cas pratique qu'on voulait vous montrer. Ce cas pratique, c'est on a qui existe. Hein, on a une Twingo qui est arrivée avec la porte avant gauche fortement endommagée. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On répare, on remplace par une pièce neuve, on remplace par une pièce. Vu la taille de la porte, la question se posait vraiment. Mais on est allé jusqu'au bout de la démarche. Donc l'exemple que je vais donner, c'est vraiment un exemple, voilà, juste pour, ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire que si on se positionne cette fois-ci sur le coût de réparation, d'accord? Donc là, vous pouvez mettre la première slide. D'après. Eh bien, bon, on est transparent. Hein. C'est vraiment l'histoire, c'est de faire avancer. Donc, si on regarde le coût de réparation, clairement, eh ben, la réparation seule coûte moins cher. Ça va de soi. La PIEC passe en deuxième position et le remplacement à pièce neuve coûte le plus cher. Donc ça va avec effectivement ce qu'on a dit ce matin. Si on se positionne cette fois-ci du côté de la marge technique du réparateur. Alors quand je dis marge technique, c'est donc la facturation bien sûr, ça tient compte du prix des pièces quand on a eu des pièces, ça tient compte du prêt, parce que dans le cas que je disais tout à l'heure, le client est venu, la voiture endommagée, donc on a dû prêter un véhicule de remplacement tout de suite. D'accord ? Donc là, dans la marge technique, il y a l'indemnisation du véhicule de remplacement, mais aussi le coût de location du véhicule de remplacement. Bon, on en revient à la même solution. Pas de problème. Réparation, le réparateur est gagnant. PIEC, deuxième solution. Remplacement pièce neuve, deuxième solution. Donc là, on peut se dire, on est en phase. L'élément qu'il ne faut pas oublier et qui, pour le coup, peut changer la donne et nous impose de faire parfois certains arbitrages, c'est le nombre de jours d'immobilisation de ce même chantier. Donc vraiment, on était jusqu'au bout. C'est-à-dire que la PIEC, on est allé auprès d'un centre c'est pas un centre local, c'est carrément le partenaire d'un de nos assureurs. On est allé chercher sa pièce. La pièce était disponible à Tours. 3 jours de délai pour être livrée. La pièce neuve, une demi-journée pour être livrée, d'accord? Et puis la réparation, il n'y avait pas de pièce. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on répare cette porte, on a un jour de plus de traitement. Alors c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt, oui, mais voilà. Parce qu'il va falloir aller. On a notre maître du temps, donc je vais un petit peu vous demander d'accélérer, mais voilà. Alors ok, je vais accélérer, je vais aller au simple. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que la réparation, vu la porte, forcément, c'est beaucoup plus long que changer par une pièce neuve. Faire appel à une PIEC, il y a l'aspect de livraison, d'accord, mais nous, ce qui fait que du coup, nous, on est un petit peu pénalisés, c'est que, là, vous pouvez y aller, c'est que le délai d'immobilisation fait en sorte qu'on ne peut faire moins de chantiers. Si on duplique ce même chantier tous les mois, on ne pourra faire que 3 chantiers, si c'est ce même chantier avec de la PIEC. Si on peut faire de la réparation, on en fera 4,2. Et si on remplace par une pièce neuve, on en fera 5,3. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument faire du remplacement, mais c'est juste pour qu'on comprenne qu'il y a une contrainte qui, effectivement, il faut qu'on ait le nombre de chantiers. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que nous, en tant que réparateur, il y a un service annexe, c'est justement ce véhicule de remplacement. On a des prescripteurs parfois certains prescripteurs nous poussent pour aller vite. Parce que si on ne va pas assez vite, ils disent qu'ils augmentent le maillage, donc ils vont prendre d'autres réparateurs. Donc on a des exigences de part et d'autre. Et nous, on a besoin de faire des chantiers, on a aussi besoin de rentabilité, et par rapport à tous les investissements que je vous ai dit également tout à l'heure. Donc il faut aussi penser à ça et peut-être repenser à ce qui est vendu aussi à l'assuré. Est-ce que vraiment il faut dire à l'assuré, vous allez avoir très rapidement votre voiture. Est-ce qu'il faut dire vraiment à l'assuré, vous avez vraiment besoin d'un véhicule de remplacement? Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut un changement aussi des habitudes du côté assureur-assuré? Eh ben, ça a été dit tout à l'heure, effectivement. Je pense qu'il faut un petit peu rebattre les cartes et se positionner pour savoir qu'est-ce qui prend le pas. Dans certains cas, ça va prendre l'empreinte carbone va prendre le pas.
Dans d'autres cas, ça ne va pas être cette solution. En fait, il n'y a pas de solution idéale. Il faut juste voir en fonction du cas par cas, peut-être faire aussi confiance au réparateur. Mais ça va clairement avec ce que disait tout à l'heure. L'échange avec l'expert est très important. Il verra en contradictoire. En contradictoire. Quand il y a un contradictoire, en général, ça se passe bien. Enfin, tout le monde ne dira forcément pas ça, mais de notre côté, on n'a pas forcément de gros problèmes si on arrive à un contradictoire. Des fois, on n'a pas toujours le contradictoire. Mais de façon générale, s'il y a un échange, on peut faire comprendre nos propres contraintes. Et j'ai bien aimé le discours de ce matin des assureurs. Des assureurs, notamment de Covea, qui disaient qu'il ne faut pas forcément mettre la pression au réparateur pour aller très vite. Il faut peut-être aussi dire aux assurés, ben voilà, ce sera peut-être un peu plus long, mais vous allez participer. Puis des fois, les assurés n'ont pas forcément besoin de véhicules de remplacement. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les investissements en feu, qu'on a besoin d'être aussi soutenus par les assurances, ça a un coût. On a un problème de main-d'œuvre. Donc, il faut pouvoir aussi réparer, ça veut dire avoir de la main-d'œuvre. Il faut aussi pouvoir faire venir les gens. Donc, c'est pas si simple que ça. Des fois, on sous-estime la pénurie de main-d'œuvre. La réparation, c'est que de la main-d'œuvre. C'est pas forcément un problème de formation. C'est parfois un problème de nombre d'hommes. Donc, voilà. C'est pas uniquement cette partie-là. Il faut pas, je pense, dupliquer le même chantier tout le temps. Il y a une réflexion. C'est aller vite, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit écologique, mais là, il y aura des arbitrages à faire. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça. Mais je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience. Il faut changer le paradigme et que chacun... Je pense que le mot ensemble était important et effectivement, mais pour ça, il faut pouvoir expliquer les contraintes que les uns et les autres ont. Je pense que dans la salle, des assureurs du tour de table sont là, donc je pense qu'ils en prennent connaissance de cette information et voilà, un changement d'habitude aussi. Oui, y compris dans le véhicule de remplacement. C'est peut-être effectivement passer au 4e point. Vous avez pu exprimer justement. Alors, moi, je trouve ça assez extraordinaire parce que ça montre bien toute la réflexion que vous avez pour la baisse de l'impact carbone. Donc, en tout cas, toute une démarche. Et pour le véhicule de remplacement, vous êtes amené à gérer des véhicules de remplacement. Donc, c'est un coût supplémentaire. Ce que vous aviez dit, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin d'un véhicule de remplacement, forcément. Vous avez parfois des véhicules qui reviennent, qui ont 5 km au compteur au bout de 5 jours d'immobilisation. Il y a certains véhicules, en état des lieux de départ et état des lieux de retour, il y a eu 10 véhicules, il y a eu 10 km. Donc, nous, on n'a pas pu accepter de chantier pendant le temps d'immobilisation du véhicule de remplacement, puisque comme c'est un service qui est vendu à l'assuré se dit j'ai droit à un véhicule de remplacement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait avoir, même si par exemple on a la personne pour travailler, si on ne peut pas accepter le chantier parce que l'assuré exige un véhicule de remplacement, eh bien, ça sera un chantier de moins. Très bien. Eh bien, on passe directement justement au véhicule de remplacement. On va rattraper notre retard ou terminer en tout cas effectivement le tour de table pour la partie Leaseway qui met à disposition donc ces fameux véhicules de remplacement, puisque ça c'est un coût pour le carrossier, on vient de le voir. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ce véhicule de remplacement? On voyait effectivement que le coût d'un parc vertueux coûte cher pour le carrossier. Vous confirmez effectivement que c'est un coût supplémentaire? On confirme en effet que le parc véhicule de remplacement, parce que nous, on pèse grosso modo 60% du marché des véhicules de remplacement en France sur l'ensemble des réparateurs carrossiers et réparateurs. Aujourd'hui, vendre du véhicule électrique à un réparateur, c'est globalement, pour l'ISO en tout cas, perdre de l'argent, et pour le réparateur, accepter un surcoût de l'ordre de 50%. Et ça, c'était encore l'année passée, au moment où encore il y avait un bonus électrique sur les véhicules d'entreprise. Le bonus venant de sauter actuellement, c'est du 1 à 4, c'est-à-dire qu'entre un véhicule de remplacement classique thermique et un véhicule électrique sur l'année 2025, on pourra considérer qu'on va passer entre 1 à 3, voire 1 à 4 le coût. Donc, autant dire que les réparateurs ne vont pas se jeter sur les véhicules électriques et que la situation risque d'empirer. Et la situation va continuer à empirer puisque malheureusement, dans le monde automobile, on subit d'autres normes qui sont la loi Café pour les constructeurs, donc le coût moyen de CO2 de leur production, et la loi LOM qui arrive aussi sur le verdissement des flottes, où globalement les constructeurs vont nous obliger très rapidement à prendre 20 à 30% de nos productions en véhicules électriques, et donc obliger forcément mécaniquement les réparateurs à accepter, s'ils veulent continuer à avoir du véhicule de remplacement, des coûts qui vont exploser dans les années à venir.
Donc il faut ça en tenir compte aussi sur le sujet. Alors soit on réduit en effet l'utilisation du véhicule électrique et on passe sur d'autres formes de mobilité qui peuvent être le vélo, les trottinettes, des solutions très écologiques. Mais ça, vous avez dit que c'est pour certaines carrosseries. C'est peut-être que certaines carrosseries et des clients qui acceptent de rouler en vélo pour rentrer chez eux. Donc ça se limite quand même un peu. Pour 2 km, ils peuvent. Pour 2 km. Ou après, on peut travailler après sur des solutions, on va dire, de poules de véhicules, des poules d'autopartage qui existent aussi. C'est une solution aussi, qui va toucher aussi en même temps l'assistance et la réparation. C'est un sujet, un vieux débat, mais que les assureurs aussi pourraient reprendre en globalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un véhicule pour l'assistance, un taxi, et après utiliser un véhicule pour la réparation, peut-être qu'on pourrait utiliser le même véhicule du point A jusqu'au point B, avec des coûts pour l'assureur plus faibles et un bilan carbone plus intéressant pour l'ensemble de la planète. Donc on a cette situation-là qui devient de plus en plus complexe. Et comme je disais, on a une tendance quand même, ce qui est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut aller vers la planète, il faut verdir, mais l'automobile, le marché automobile, il est très forcé sur ce sujet-là, il est forcé très économiquement parlant. C'est-à-dire que vous avez tous les constructeurs qui ont largement appelé à une alerte en disant qu'ils allaient payer des amendes relativement énormes si on passe à la loi Café 2025. Et on voit, pour les dernières discussions que j'ai avec la plupart, peut-être même carrément des réductions de la production automobile pour éviter ces amendes. Donc, ce qui veut dire que quand on réduit, si on se retrouvera dans la période post-Covid qu'on a connue, moins on produit, plus le constructeur il commence à augmenter ses prix, à imposer des niveaux de loyer qui sont difficilement acceptables. Pour mémoire, en 2020, on avait des loyers véhicules de remplacement qui frôlaient les 80 € hors taxe. Et là, je pense que pour 2025, on aura des loyers qui vont frôler les 160 € hors taxe. Autre sujet qui sera plutôt un sujet juste technique, c'est que les petites voitures thermiques, boîtes mécaniques vont disparaître et on va passer sur des boîtes auto systématiques. Or, la population française n'aime pas la boîte auto, hormis celles qui travaillent dans les grandes villes et qui connaissent le sens, n'ont pas forcément une adaptation immédiate à la boîte automatique, notamment les personnes âgées. Donc, on risque d'avoir quelques petits sujets de mise en place. Alors, justement, ça c'est un frein, y compris avec le véhicule électrique, c'est-à-dire que les gens n'en veulent pas forcément. Alors, les gens n'en veulent pas forcément. Et puis, il y a aussi une contrainte, je suis peut-être un peu focus, mais sur le délai, c'est que le véhicule électrique qui revient chez nous, parce que le client qui a pris le véhicule électrique n'a pas forcément de recharge. Donc, la recharge, elle est pour nous. Alors, je ne parle pas forcément du coût, mais je parle du temps. Il faut un temps de recharge. Donc, ça veut dire que là, ça arrive que des véhicules thermiques viennent. Tout de suite, on le nettoie vite fait, on le refait partir à quelqu'un d'autre. Là, il faudra considérer un temps de recharge avant qu'on puisse partir auprès d'un autre client. C'est une habitude. Et puis, il y a peut-être un dernier point sur le véhicule. C'est si on a plus donc, de temps de réparation, plus d'immobilisation, ça va nécessiter plus de véhicules en quantité. Un parc plus important et on va en manquer, non? C'est votre... On ne va pas manquer, c'est juste le prix du véhicule qui risque d'être impacté et donc une discussion entre le réparateur et l'assureur sur comment prendre en charge ces évolutions. On peut aussi voir avec les assureurs comment on peut prendre en charge le véhicule vert plutôt que le véhicule thermique classique, qui peut être aussi un impact aussi dans les choix et les décisions. Il est clair que dans les bilans carbone de chaque entreprise, ça va venir percuter en fait globalement le sujet. C'est un sujet purement économique à ce niveau-là, parce que là on est au bout de la chaîne, on est bien d'accord. Nous, on va, entre guillemets, c'est comment on continue à faire tourner les entreprises en fournissant des véhicules qui soient économiquement viables pour les entreprises, pour les réparateurs, sans que ça soit des coûts exorbitants. Donc tout ça, pour moi, c'est de se dire, on aurait pu simplifier en disant, il suffit de mettre un parc de véhicules de remplacement vertueux, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant, il y a d'autres problèmes derrière. Écoutez, le temps a passé, je pense que, et je ne sais pas s'il y a des questions du côté... non, pas de questions. Si on conclut, on prend le temps de conclure cette table. Si je vous demande une petite phrase de conclusion, on va partir du côté de GPA. Une petite phrase de conclusion à cet échange et à cette journée. Non, la journée était assez complète. Travaillons ensemble main dans la main. Je pense que les enjeux sont importants et ça vaut le coup qu'on prenne le temps de se mettre autour d'une table, mais d'être efficace. Voilà, avançons. Je dirais que toutes les initiatives sont bonnes, même si elles ne sont pas parfaites. Et là encore, il faut construire et travailler ensemble, tout simplement. Alors, dans l'ordre de l'intervention, Catherine le mot ensemble, effectivement, est un vrai terme, vraiment pour comprendre les contraintes de chacun. Je pense que pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on puisse se dire qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas.
C'est pas une mauvaise volonté forcément, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément bien compris ou envisagées. Je dirais juste rebattre nos vieilles habitudes de principe. Je citais l'assistance et l'assurance, qui est un vieux principe. Et peut-être qu'on peut revoir ces éléments-là pour gagner en efficacité et en coût pour la planète. Ne pas prendre forcément le véhicule de remplacement comme un coût marketing, c'est-à-dire attirer le client en disant venez chez moi, je vous mettrai un véhicule de remplacement. C'est peut-être aussi un changement. Ça n'engage que moi, mais c'est peut-être aussi une habitude dans l'assurance. Oui, puis encore la rapidité. Non, la rapidité. Pourquoi forcément toujours très rapidement? En tout cas, moi, ce que je peux conclure sur ces deux tables rondes, c'est de montrer que Laval est en ordre de marche. Et peut-être pour certains, c'est de découvrir que ça avance plus vite que ce qu'on pourrait le penser. Et donc, ce matin, on a pu voir la préoccupation du monde de l'assurance sur ces grands chantiers, mais les prestataires de Laval sont aussi présents. Voilà.